Comment ça va, Raymond? Ça va bien, toi? Ça va bien. Fais-tu partie des gens qui ont été surpris du résultat de l'élection présidentielle mardi passé? J'ai été surpris en partie. Premièrement, je me suis laissé illusionner par un sondage qui était sorti en Iowa où là, je me suis dit, est-ce que Kamala Harris pourrait gagner? Puis avec une bonne marge. Mais j'ai eu raison sur la bonne marge, mais du côté de Donald Trump. Alors, c'est ça. Je suis désagréablement surpris là, de voir Donald Trump triompher comme ça. Mais en même temps, il y a quand même une certaine logique, là, considérant l'humeur de l'électorat qui en avait contre ce que l'administration Biden avait donné comme, disons, climat social ou plutôt comme configuration socio-économique, là, parce qu'évidemment, les gens sont obsédés par le coût de la vie, leur capacité de pouvoir payer leur loyer, leur épicerie, etc. Alors, voilà, on a ce résultat-là, puis on se le cachera pas, hein, le décompte des voix n'est pas terminé. Ce que je remarque, c'est que finalement, la différence de voix entre Kamala Harris et Donald Trump va être de l'ordre de 1 ou 2 millions à peine d'électeurs. Donc, c'est simplement le jeu des grands électeurs qui donne un triomphe à Donald Trump, en fin de compte. Ouais. Tu veux nous parler aujourd'hui de l'impact donc de l'élection de Trump sur le Canada? Oui, absolument. Hein. Tu as sans doute remarqué dans les médias que ce qui a été très observé, c'est les impacts économiques éventuels, parce qu'évidemment, l'administration Trump, Donald Trump, se distingue en tant que nouveau président républicain là, pour un deuxième mandat, comme étant contre, on pourrait dire, de façon assez simpliste, là, le libre-échange en général. En fait, il est plutôt du genre à vouloir punir les pays qu'il considère comme étant des pays qui profitent de la richesse des États-Unis. Bon, évidemment, il y a dans sa ligne de mire la Chine, même s'il entretient des bons rapports puis une réelle admiration pour Xi Jinping. Mais évidemment, si on se concentre sur le Canada, ben du côté du Canada, on va s'entendre que dans la nébuleuse Trump, pour caricaturer en quelque sorte, là, mais c'est pas très très loin de la réalité, le supporter de Donald Trump moyen voit le Canada comme étant une dictature communiste qui laisse passer à ses frontières des flots d'immigrants criminels là, vers les États-Unis. Donc, évidemment, Donald Trump reprend ce genre d'image-là, puis va viser sans doute le Canada de plusieurs manières différentes. Il y a évidemment la peur des tarifs là, qui pourraient être imposés, qui pourraient, entre autres, compliquer l'exportation de certaines marchandises, particulièrement l'acier, l'aluminium, vers les États-Unis. 10%, hein, c'est ça son chiffre. C'est ça qu'il a lancé. 10% sur tout ce que le sans distinction. Hein. Sans distinction. Jamais de distinction avec Donald Trump. Tout ce que le Canada va vendre aux États-Unis va se voir affligé d'une taxe de 10% en rentrant dans le pays là-bas. Absolument. Puis on peut parler aussi, malgré le fait que ce traité de libre-échange est en vigueur jusqu'en 2036, une remise en question de certaines clauses du traité de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Donc, forcer une renégociation là, qui est très, très difficile à prévoir. L'aspect qui me préoccupe pas mal plus, par contre, que ces impacts-là économiques, je te dirais, c'est plus les impacts sécuritaires pour le Canada. Parce qu'un des très, très gros problèmes, c'est évidemment l'admiration sincère qu'a Donald Trump pour des grands dictateurs de ce monde. Puis là, on va viser tout de suite, je dirais, une menace importante. On a parlé de la Chine, qui est déjà une menace pour le Canada, ça on le sait, mais on va parler de la Russie, de Vladimir Poutine. Et là, évidemment, on revient toujours à la question, qu'est-ce que Trump va faire avec l'OTAN? Parce que Trump, déjà dans son premier mandat, critiquait fortement l'OTAN, voulait sortir les États-Unis de l'OTAN. Là, évidemment, il est en train de structurer son cabinet avec en premier chef, justement, une chef de cabinet, Susie Wills,
qui est capable de contrôler ses humeurs puis de le comprendre. Et ça va faire une très, très grosse différence par rapport au premier mandat où c'était beaucoup plus désordonné puis les chefs de cabinet se succédaient. Alors, j'ai l'impression que, justement, par rapport au premier mandat, qui a été un premier mandat, disons, de grand parleur-diffuseur, même s'il a réussi à nommer 3 juges à la Cour suprême des États-Unis, ce qui est quand même une réalisation importante, en fin de compte, la première administration de Donald Trump, c'était beaucoup plus le désordre, avec des résultats très mitigés, là, à la fois pour les Américains puis pour le reste du monde. Tandis que là, sous la main solide de Susie Wills, qui a vraiment une ascendance sur Donald Trump, on pourrait peut-être voir plus d'efficacité et justement peut-être, d'autant plus que les 2 chambres du Congrès vont être du côté républicain, une possible sortie des États-Unis du cadre de l'OTAN, ou à tout le moins une remise en question beaucoup plus dangereuse du pacte là, de l'OTAN. Il y a des analystes, des commentateurs qui fondent un peu d'espoir justement sur le fait que il y a des conseillers plus avisés que lui, plus intelligents que lui, qui ont une meilleure prise sur le réel, qui vont ce qu'on appelle les fameux adultes dans la pièce. Là. En parlant de Susie Wills d'ailleurs, elle est souvent considérée comme ça, comme une femme plus rationnelle, plus en prise avec les grands problèmes du monde, qui pourrait le ramener à la raison, puis qui pourrait le dissuader justement de prendre des décisions radicales comme celle-là. Mais ce que toi tu dis, c'est que ça pourrait jouer dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ces gens très sérieux dans son entourage pourraient au contraire l'aider à mettre en œuvre les mesures qu'il a déclinées pendant la campagne électorale. C'est ça. Évidemment, à défaut d'avoir une réelle sortie des États-Unis du cadre de l'OTAN, par contre, le simple fait de remettre à nouveau en question, ce qui est quand même une cassure par rapport à l'administration Biden, qui a montré sa fidélité puis sa volonté d'être solidaire dans le cadre de l'OTAN, bien là, justement, ce manque de solidarité-là, pour utiliser une théorie en relations internationales, ça passe à un message à travers le monde et particulièrement à des pays qui ont un intérêt à voir l'OTAN s'affaiblir. En premier lieu, Vladimir Poutine. Alors, évidemment, ça peut amener un Vladimir Poutine à être beaucoup plus audacieux, par exemple, dans l'Arctique canadien, qui est justement un lieu où là, le Canada a quand même de la difficulté à établir sa souveraineté, puis pas seulement vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis aussi, parce qu'on a vu les États-Unis faire des empiètements puis refuser de reconnaître, entre autres, des voies maritimes entre les îles canadiennes comme étant des eaux canadiennes, en prétendant que c'était plutôt des eaux internationales. Puis on va en revenir à la Chine. La Chine qui a des ambitions au Canada pour toutes sortes de matériaux stratégiques, ne serait-ce que les matériaux pour justement l'électrification des transports, où là, la Chine a montré son agressivité, puis le Canada est obligé de carrément réagir en empêchant des transactions pour éviter que, justement, des mines soient entièrement sous le contrôle de la Chine, là, un peu partout au Canada. Mais il y a certainement des gens qui vont réussir à convaincre Trump que quand la sécurité nationale du Canada est menacée par la bande, c'est un peu celle des États-Unis qui l'est aussi. Je veux dire, on est voisins avec ce pays-là. Les empiètements sur la souveraineté canadienne dans l'Arctique, ça touche aussi un peu les États-Unis, là. Si ça vient de la Russie, évidemment. Je suis d'accord avec toi, mais évidemment, est-ce que Donald Trump va se laisser convaincre? Puis l'autre chose, évidemment, qui est très, très importante, c'est l'état de santé de Donald Trump. Alors qu'on a vu durant la campagne, on a beaucoup parlé du déclin cognitif de Joe Biden jusqu'à ce qu'il se retire. Mais évidemment, le déclin cognitif de Donald Trump, c'est une autre préoccupation. Et ça, évidemment, j'ai des souvenirs passablement vifs, là, vu mon âge, presque 58 ans, entre autres du déclin cognitif de Ronald Reagan, dans les années 80, où là, son administration... Ça se manifestait pendant sa présidence? Pendant sa présidence, puis son entourage, justement, le protégeait. Puis, d'ailleurs, tu peux voir sur YouTube un sketch très drôle de Saturday Night Live là, sur cette question-là, comme quoi Ronald Reagan était encore vif d'esprit, tout ça, là, puis c'était absolument tordant là, comme sketch. Mais évidemment, ça a été un problème durant la présidence de Ronald Reagan. Ça va se poser aussi durant la présidence de Donald Trump. Là. Moi, j'en suis convaincu. Ce qu'il pourrait faire, malgré l'entourage,
ça pourrait amener, je pense, une certaine déstabilisation, un certain désordre là, qui pourrait être difficile à gérer, même par des adultes. Là. Ouais. Comment tu trouves la réaction du gouvernement Trudeau? On sent que le gouvernement canadien, cette fois-ci, était prêt, en tout cas diplomatiquement prêt. Pas on anticipait une victoire de Trump, mais en tout cas, on savait que c'était très possible. Plusieurs mois en amont, même apparemment, le gouvernement Trudeau avait déployé des diplomates. Je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, il y a 2 semaines. Des diplomates un peu partout aux États-Unis pour rencontrer des figures importantes du Parti républicain. Comment tu trouves la réaction du gouvernement canadien? Bien, évidemment, on va voir comment ça va aller, mais une chose que le gouvernement Trudeau fait bien, puis ça, c'était une excellente chose, on l'a vu surtout avec Monsieur Champagne, là, le ministre Champagne, qui a fait plusieurs escapades là, aux États-Unis, c'est d'aller chercher des alliés, évidemment, à Washington, mais aussi beaucoup avec des gouverneurs d'États frontaliers, d'États qui sont directement concernés par la relation avec le Canada. Et ça, c'est quand même très important parce que il faut comprendre qu'aux États-Unis, on est habitué avec notre système fédéral, les provinces ont quand même passablement de pouvoir, mais aux États-Unis, les États aussi ont quand même beaucoup de pouvoir et évidemment, ça, c'est un atout pour nous, Canadiens. Donald Trump a une vision des États-Unis en décentralisant, en fait, en voulant, en quelque sorte, démembrer en partie l'État fédéral pour redonner plus d'ampleur au pouvoir puis aux capacités des États. Alors ça pourrait jouer en faveur du Canada, surtout dans l'optique où, pour des raisons de sécurité réelles ou imaginaires, évidemment, le dossier de l'immigration a été un gros sujet dans le cadre de cette élection-là, on pourrait voir des restrictions aux frontières entre le Canada et les États-Unis. Donc, des excès de zèle de la part des employés des douanes des États-Unis. Et même, moi, je me suis pas gêné pour en parler dès la semaine passée. Pourquoi pas, évidemment, un geste très fort de l'administration Trump pour punir le Canada de laisser passer n'importe qui à ses frontières, imposer un visa d'entrée, ce qui contrecarrerait énormément la circulation entre le Canada et les États-Unis. Terriblement. Alors, oui, absolument. Alors, moi, évidemment, on est dans l'inconnu. On ne sait pas si Donald Trump va avoir les moyens de ses ambitions. Moi, j'ai l'impression que malheureusement, il va prendre quand même passablement de moyens avec cet entourage-là qu'il met en place, là, qui va stabiliser son cabinet. On peut imaginer. Mais est-ce qu'il va aller aussi loin que d'imposer un visa? Évidemment, le Canada va réagir, puis ça va aussi beaucoup réagir aux États-Unis parce que ça passera pas comme une lettre à la poste. Donc, évidemment, Donald Trump, une chose sur laquelle je compte beaucoup concernant Donald Trump, j'ai toujours considéré que c'était un homme faible. Au contraire, l'image qu'il projette en général, c'est celui d'être un homme fort, mais en réalité, c'est quelqu'un, quand il fait face à une opposition solide, qui se courbe, qui plie assez facilement, à mon sens. On dit de lui en riant qu'il adopte toujours la position de la dernière personne à qui il a parlé, tellement intellectuellement il est faible, qu'il n'est pas capable de se faire sa propre idée, de la défendre. C'est toujours le dernier individu avec qui il a échangé, il prend la version de cette personne-là, les idées de cette personne-là, puis ça devient ça. Je ne sais pas si tu as vu justement mardi, la semaine passée, le jour même de l'élection, à Télé-Québec, il y avait un documentaire Poutine et les présidents des États-Unis. C'est très intéressant, ça va être disponible sans doute sur le site web, mais les rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'était frappant. C'était en plein ce que tu décris. La servilité de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine et de notoriété, mais on le voyait très, très clairement, justement, dans ce documentaire-là. Donc, cette faiblesse-là de Donald Trump, ça peut être un instrument entre les mains du Canada pour éviter le pire. Mais en même temps, évidemment... Évidemment, les chefs d'État canadiens n'ont pas le panache de Vladimir Poutine, puis on peut, comme Trump est sensible à ce genre de choses-là, on peut penser que on part avec une longueur de retard. Un mot peut-être sur Jack Meeting qui a refusé de féliciter Donald Trump pour sa victoire. Qu'est-ce qui prime, Raymond, selon toi, dans ces circonstances-là? Est-ce que c'est la tradition diplomatique ou les idées d'un homme, son intégrité?
On préséance sur la tradition. Parce que la tradition, c'est évidemment de féliciter le gagnant de l'élection présidentielle, même quand on est chef de l'opposition à Ottawa. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison de le souligner. Puis, en effet, la politique habituelle là, justement des dirigeants de parti, ça a été ça. Par contre, on a vu quand même des couacs ou des exceptions un peu du même genre. Je voyais sur des médias sociaux du côté de l'Écosse, là aussi, ils n'ont absolument pas complimenté Donald Trump. Là, au contraire, c'était presque de l'insulte qui était lancée. Donc, de ce point de vue-là, en effet, Jack Meat se distingue. Ceci étant aussi, on ne se cachera pas, Donald Trump, puis dans une certaine part aussi, Pierre Poilievre change la dynamique du climat politique et même social, autant aux États-Unis qu'au Canada. Alors, de ce point de vue-là, Jack Meat, probablement, à la fois pour répondre, on pourrait dire, aux inquiétudes des sympathisants puis des membres de son parti, a probablement préféré jouer la carte de la franchise en disant que, justement, là, lui, ça fait pas son affaire. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, même si c'est, malheureusement, puis on vit avec ça depuis des années, c'est aussi clivant par contre. Ouais. Alors, il y a quand même un désavantage dans cette prise de position-là de la part de Jack Meat, mais en contrepartie, il est quand même le chef d'un parti qui a 25 députés à la Chambre des communes. Alors, c'est pas la force la plus importante, même s'il y a le levier de la balance du pouvoir entre les mains pour pouvoir justement obtenir des choses de la part du gouvernement Trudeau. Alors, il peut se permettre le luxe, justement, puis j'imagine que ça n'a absolument pas été remarqué aux États-Unis, là. Alors, il peut se permettre le luxe, justement, là, d'avoir une position plus originale et peut-être plus sincère. On pourrait voir ça comme ça. Merci beaucoup, Raymond. Ben, c'est un plaisir. Bonne journée. Bye bye. Puis, écoutez, gardez le moral. Il faut garder le moral. Allez.